On a vu que le truc à 3 ça marchait pas, ok, nick. On a vu que les médias c'était bien, mais c'était un besoin que j'ai pas envie de répondre, ok, nick. On enchaîne, tu vois. Franchement, ouais, à l'époque, je me posais vraiment pas toutes ces questions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon gars Nono, et qui est Noal AZ, et qui est Gwenoal, et qui est Gwenzo. Et il va vous raconter un petit peu ce qu'il fait. Avec Nono, on se connaît, ça fait très très longtemps, on habite dans le même quartier. On s'est rapprochés au moment où je suis parti à Londres, en 2014. On a fait plein de projets ensemble. Et donc du coup, l'idée aujourd'hui, ça va être que Nono il vous parle de ce qu'il a fait. Parce que il a eu la capacité à développer plusieurs projets et surtout à pouvoir rebondir de projet en projet. Donc comme je sais que c'est quelque chose qui apparemment vous bloque, parce que vous avez peur de rater, vous avez peur de l'échec, etc. Aujourd'hui, Nono il va pouvoir vous raconter son parcours. Donc Nono déjà, merci d'être là mon ref. Ça fait plaisir. Dans un setup incroyable, on vous dira pas où c'est. Et est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc moi c'est Noal, Nono Vibe sur les réseaux sociaux. J'ai 27 ans. Je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant, près d'une décennie on va dire. On peut dire des trucs comme ça maintenant. Ouais, maintenant on peut dire des trucs comme ça, on est vieux. On vieillit. Je suis entrepreneur dans la vidéo, donc je suis réalisateur. Je travaille avec des marques, des entrepreneurs, des SaaS, des influenceurs. Donc j'aide à créer des plans de contenu pour qu'ils puissent le diviser. Par exemple, tu vas faire une vidéo sur YouTube, on va la diviser en vidéo pour TikTok, pour LinkedIn, pour... Gary Vee style. Exactement, c'est ça. Donc le but, c'est de vendre. Hein. Je travaille qu'avec des gens qui ont des trucs à vendre à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Le but, c'est de faire un maximum de trafic, faire agrandir la communauté pour faire baisser les coûts d'acquisition des pubs Facebook et des pubs LinkedIn, des pubs YouTube. Quand on vous parle de pitch, est-ce que c'est un pitch ? C'est simple. C'est long, mon ref. Et écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. En vrai, depuis qu'on se connaît, t'as toujours pratiquement travaillé pour toi. C'est vrai. Et moi, je voulais savoir déjà d'où est-ce que ça vient à la base, ce truc de vouloir travailler à ton compte, de vouloir travailler pour toi, parce que je sais que tu as navigué sur des emplois de salarié, tu t'es remis en freelance et tu as un petit peu jonglé. Moi, je veux savoir, c'est quoi qui fait à la base que tu t'es dit, ouais, il faut que je bosse pour moi, ni qu'avoir un boss. Bien entendu, je lui ai envoyé la trame il y a 5 minutes pour le catch off guard un peu. Hein. Ouais, c'est une bonne question. Et je pense qu'en fait, je ne me suis pas posé la question au début. C'est-à-dire que j'ai toujours fait beaucoup de choses qui pouvaient ressembler à l'entrepreneuriat. J'ai vendu des sites internet. J'ai vendu, alors qu'on était au lycée, à des gens qui étaient à la fac et qui avaient besoin de ça, parce qu'à l'époque, il y avait un cours. Il y avait un cours minimaliste où il fallait absolument qu'ils fassent un site internet. Je leur vendais des sites internet. Toutes les compétences que j'ai eues, j'ai essayé de les pratiquer dans le monde réel. Et souvent, il y a un échange, de l'argent ou autre chose. Et du coup, tu deviens entrepreneur comme ça. Ou ça m'a un style. Ouais, d'une certaine manière, tu vois. Sans penser forcément vision ou quoi, tu vois. Mais juste, j'ai appris un truc, j'ai envie de l'appliquer. Je vais le mettre dans le monde réel directement. Et du coup, sur les expériences qui t'ont typiquement mis dedans, tu te dis, c'était le fait de créer des sites internet. En fait, c'est ça. C'est cet amour-là de l'amour d'apprendre des choses et l'amour de le transmettre. De ça, moi, j'ai fait directement... j'ai fait ma terminale. J'avais un plan à la base qui est tombé à l'eau. Donc, pendant 1 an, j'ai navigué. C'est là où on s'est rapproché également. Le plan Toulouse. Le plan Toulouse, yes. Le plan Touloum. Le plan, je suis allé à la fac à Toulouse pour apprendre le portugais, les gars. Et il a fini à sortir avec ses potes. Ouais, c'est ça. J'ai fini à Barcelone, puis à Londres un peu. Et en fait, du coup, mon frère aîné, qui a presque le même prénom que moi et qui est déjà dans le digital, me parle d'un truc. Il me dit, mais toi, avec ce que tu sais faire avec tes compétences, tu devrais t'intéresser à l'UX design. Donc l'UX, c'est l'expérience utilisateur, c'est le fait de construire une interface sur un site internet en se disant, ok, là, comment je vais construire le site ? Je vais mettre le bouton ici pour que le client clique plus facilement et le processus d'achat soit simple pour lui. Imaginez-vous, là aujourd'hui ça a l'air simple de voir les 3 lignes, les 3 lignes horizontales, le menu. Dire c'est un menu. Burger là ? Le menu burger, exactement. Imagine-toi la première personne qui s'est dit, le menu il me prend trop de place, je vais pas écrire un menu, je vais mettre 3 lignes. Tu vois ? Et les gens vont comprendre.
Donc ouais, c'était cette pensée-là. Le moyen le plus simple d'aller vers ça, c'était de faire des études dans le marketing digital. Du coup, je me renseigne par rapport à ça. Je suis un grand flemmard, hein, et je suis un flemmard de ouf. Du coup, marketing digital, c'était des diplômes en bac plus 4, bac plus 5. Avant ça, soit tu passes en école, j'avais pas les sous, soit tu fais un diplôme qui te permet d'aller à ça. J'ai vu un BTS en 2 ans, en alternance. Du coup, je suis passé chez L'Oréal. En 2 ans en alternance. Donc en fait, c'était vraiment déjà un premier. Pour moi, je le voyais pas comme ça parce que c'était vraiment qu'une étape. Mais du coup, en vrai, c'était mon premier diplôme. À cette période-là, du coup, pendant 2 ans, ce que j'ai fait, c'est que le matin, je me levais, j'allais à la salle. Le matin, je me levais très tôt. Je travaillais sur mon bac plus 5 en correspondance. Truc de fou. J'allais à la salle, j'allais à L'Oréal, je faisais ma journée. Ensuite, je te rejoignais, du coup, c'est notre business, c'est la sienne. Pendant 2 ans, c'était ça. Je sors de là, du coup, je sors de mon BTS. J'ai déjà mon bac plus 5. Je commence par faire des clients parce que du coup j'essaie toujours d'appliquer ce que j'apprends. Et un de ces clients-là me recommande à Live Mentor. Donc Live Mentor, c'est une école. Avec Alex. Avec Alex Dana, mon premier mentor. D'ailleurs, le podcast il sort quand là? Avec Alex Dana. Il est sorti avec Dana déjà. Ah ouais? Sur No Vibe Ah, Radio. mais pas en vidéo. Non, pas en vidéo. J'ai pas encore sorti. Et DJ. SO DJ. Yes. Et d'ailleurs, il est dispo pour tous les élèves de l'académie, du coup, gratuitement. Enfin bref, ouais, du coup, je découvre Live Mentor. Live Mentor, c'est une école du coup pour entrepreneurs qui aide des entrepreneurs sur des sujets concrets, marketing digital, WordPress, copywriting, comment se développer, comment développer leur activité de manière concrète sur des compétences concrètes. Moi, j'arrive avec du coup ma compétence de marketing digital qu'il fallait développer. J'étais encore un tout petit bébé. Je savais faire des sites sur WordPress, c'était une compétence qu'eux aussi cherchaient. Et j'ai appris chez eux le copywriting. D'accord. Le boulot, c'est parler aux élèves, les aider à comprendre du coup les stratégies de marketing digital pour qu'ils puissent les appliquer dans leur business. Donc, Parce que c'est ça en fait, Live Mentor, ils ont tous leur business et ils prennent des cours en ligne pour continuer de se former. C'est ça. Donc moi, mon rôle, c'était être à mi-chemin entre l'équipe de vente et le professeur qui faisait des cours chaque semaine pour aider les élèves à comprendre leurs trucs. Donc moi, j'avais accès aux cours et je devais chaque semaine apprendre. Je devais apprendre pour faire apprendre. Incroyable. T'es payé à apprendre. En mode, wesh, mais c'est un truc de ouf. Je me souviens, j'ai eu Nathan au téléphone le jour où je venais de faire ma première journée. J'ai dit, mais Nathan, c'est un truc de ouf. Il va me payer 3000 balles pour que je fasse que dans tous les cas, j'aurais fait. Genre. Je dis, ok, truc de fou. Donc je passe 9 mois avec eux. Je me rends compte que je kiffe. Déjà, on me conforte dans l'idée que c'est le marketing digital, c'est un truc dans lequel j'ai des facilités. Je kiffe rencontrer des gens, je kiffe les aider sur leurs projets. Il me manquait quand même un truc un peu plus passion, qui était la vidéo. Du coup, je prends ça. À ce moment-là, on me propose un CDI. Effectivement, je sais pas d'où ça vient, mais je sentais que c'était pas ce qu'il me fallait. Je me suis jamais vu comme ça, tu vois. Donc j'ai dit non, j'ai continué mon activité. Je monte ma première boîte. Donc là, j'avais déjà un petit peu de matériel, j'avais déjà commencé à filmer. Donc, dans la même veine, par rapport aux compétences que j'accompagne des entrepreneurs à faire des vidéos de promotion sur leurs réseaux sociaux. À ce moment-là, c'était même un petit peu toutes sortes de vidéos qui venaient, je la prenais, tu vois. Je me suis très vite mis dans les médias, j'ai aidé 3-4 médias à se développer. Donc ça m'a fait, en une année, j'ai dû faire plus de 200 interviews. Donc ça a forgé une de mes compétences. C'est un format que tu connais. Ouais, c'est un format que je connais bien. C'est un format, ça m'a forgé vraiment une de mes compétences clés. Je demande à une ancienne de Live Mentor de me rejoindre, Mathilde, et à une amie Mathilde qui est en Guadeloupe toujours là. Mathilde tout le temps en Guadeloupe. C'est ça. Ouais. Mathilde qui est au soleil, qui était très forte en Facebook Ads. À l'époque, c'était une compétence de fou. Je sais pas comme aujourd'hui, tu as 4000 coachs, etc. À l'époque, c'était une compétence de fou. Elle a mené 2 formations chez Live Mentor, moi, elle m'a impressionné de ouf. Une formation en français, une formation en anglais. Et elle faisait des cours aussi en espagnol. Donc vraiment un crack, tu vois. Ouais. Et Andrea Emma, qui était une social media manager. On a la chance de pouvoir s'installer à Station F, un peu en pirate. Ouais, carrément on a fait beaucoup en pirate. On a fait beaucoup en pirate. On passe pratiquement 1 an à Station F. Donc on a les contacts, on rencontre tous les entrepreneurs émergents de Paris, donc ça marche bien. Sauf que aucun de nous n'avait la mentalité d'entrepreneur. On était des très bons freelances, je pense, mais aucun de nous n'avait la mentalité, n'avait l'état d'esprit pour créer une boîte. On voyait à quoi ça pouvait ressembler, on n'avait pas envie de demander de l'aide,
on n'avait pas envie de creuser nous-mêmes le sujet. On s'est dit, wesh, le but c'est de faire de l'argent et de se faire plaisir. On s'est plus fait plaisir qu'on a fait de l'argent. Par exemple, un des premiers contrats qu'on a eu, on est parti en Espagne. Tu vois. On a fait une retreat. Premier contrat, on a fait une retreat. T'as kiffé? Même pas. Même pas? Même pas. Ah ouais? Pour des raisons que je peux pas dire ici, mais non, même pas. Donc on rentre, on est fauché. Donc ça c'est le début de l'agence ça. C'était la première agence. À ce moment-là, du coup, je vous avais déjà rejoint en externe, et du coup, il y avait vos stagiaires. Les stagiaires du coup qu'on avait pris. On a démarré avec 5 stagiaires. Ouais, c'est ça. 5 stagiaires. Donc sacrée époque. Et du coup, en fait, moi, je commençais par me spécialiser en vidéo, mais je voulais pas lâcher le marketing digital, et je voulais continuer à apprendre des choses. Donc j'ai fait du coaching de basket, j'ai fait une session de coaching avec vous. Ah, t'étais coach pendant ouais, j'ai fait du coach sportif. Mmh. Encore une fois, je kiffe apprendre et je kiffe transmettre. Donc c'est mon essence. Donc j'apprends des choses et je les fais. Sauf que je prenais de plus en plus de rôles de casquette. J'ai mon ami Jérémy qui commençait à se mettre à la vidéo, donc je l'ai aidé à consolider ses bases. Et derrière, on a voulu aussi recréer un microcosme par rapport à ça, tu vois. On avait des contrats dans toute l'Europe, lui il allait beaucoup à Londres, etc. Mais encore une fois, pareil. Moi, j'étais pas un manager de ouf. Et Jérémy non plus n'avait pas à l'époque cette casquette-là. Tu vois. Donc on explose encore une fois. Sauf que là, je sais que mon truc, c'est la vidéo. J'avais pas encore commencé par vraiment prendre des sous parce que je faisais encore beaucoup de choses. Tout sur l'année complète. J'ai dû faire sur l'année complète, de janvier à mai, j'ai dû faire 75 000 balles en faisant 3 choses. Marketing digital, un peu de coaching et de la vidéo. Sur la fin de l'année, je me concentre uniquement sur un format vidéo. C'est quoi, 2019 Ouais, c'est l'année du mariage, donc 2019. Je me concentre sur ce format-là, avec Marwa, du coup, ma femme. On crée une agence, et là, on crée vraiment une boîte. Là, je commence par vous voir, vous avez déjà 2 ans de business, je crois. Donc, je commence par voir ce que ça coûte, tu vois, ce qu'il faut donner pour recevoir dans un business. Je me dis, ok, donc je vois un peu le truc, on va créer une boîte, on va structurer les choses, séparer les comptes. Je suis un grand mangeur d'argent. Un mec qui profite de la vie. Je suis un mec qui profite de la vie. Moi, c'est le confort. Moi, j'ai pas besoin de... j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de trucs, pas besoin de machin. C'est le confort. Tu me mets dans un bon canapé, dans un bon appartement, une bonne voiture, je suis content. Ouais, du coup, on crée l'agence. Et là, je commence par vraiment faire des sous avec la vidéo. Je vends des formules parce que moi, c'est le lien avec les gens qui me plaît. Donc, je vends des formules, je commence les formules à 2 500 €. Les gens, ça leur pose aucun problème, ils voient directement la valeur. Sauf que j'étais tellement fatigué, parce qu'à ce moment-là, déjà, j'étais passé CMO chez vous, donc j'étais à plein temps avec vous. J'avais des clients qui me prenaient 10 heures par semaine. J'avais pas lâché le marketing digital, donc ça me fatiguait, parce que c'était plus compliqué de trouver des contrats en marketing digital que dans tout le reste. Je faisais de l'argent, mais je voyais pas l'argent que je faisais. Donc j'étais fatigué de ouf. Et là, mentalement, j'ai lâché. Comment ça s'est traduit? C'est que j'avais plus envie de travailler. Le service client, c'est un truc qui est super important pour moi. Pourtant, j'arrivais plus à prendre soin de mes clients. Donc, j'ai dit, ok, on arrête là. Marwa a été super compréhensive là-dessus. On avait un peu d'argent sur le compte de la boîte. Bon, bah, j'ai vidé l'argent qu'il y avait sur le compte de la boîte. Pendant 3-4 mois, j'ai rien fait. Après, je me suis remis à faire des petits contrats. Je me suis dit, vas-y, je vais me remettre dedans, je vais me recentrer, etc. Sur la freelance Ouais, c'est ça. Ça prenait pas. Quand ça prenait pas, j'avais pas la motivation, j'avais pas le truc, j'avais plus rien du tout. J'avais plus dur en fait. Même la discussion avec vous, c'était super dur. J'arrivais même pas à le dire. Les gars, j'en peux plus, j'arrête. J'arrivais même pas à le dire, tu vois. C'est Willy qui a formulé ça pour moi, tu vois. Du coup, c'était vraiment compliqué. Et grosse décision. Ok, je vais prendre un CDI. Première fois de ma vie. Je méprisais complètement les salariés à l'époque. Pour moi, c'était t'es un salarié, t'as rien compris à la vie. Du coup, je dis ok. C'est intéressant ça. Ouais, vraiment. À l'époque, bah même dans le premier podcast qu'on a fait avec Bintou à la maison, je le dis. Je me dis, je suis vraiment un malade dans ma tête, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, t'as la vision, t'as ce que tu sais, mais en vrai, c'est juste la formulation qui est pas forcément adaptée. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas forcément beaucoup d'exemples aussi de salariat, tu vois. Mon entourage aujourd'hui, 75% c'est des entrepreneurs, tu vois. Donc ouais, je me projetais beaucoup là-dessus.
En étant à Station F aussi, tu vois parmi des meilleurs entrepreneurs de Paris, Mhm. des entrepreneurs rentables, d'autres qui lèvent des millions. Mhm. Donc voilà, forcément, tu te projettes avec ça, tu Bien vois. sûr. Et sauf que non, du coup là j'en pouvais plus. Je cherche par rapport à mes compétences les métiers qui peuvent me correspondre. Par rapport au service client, c'est le truc qui m'est revenu. En fait, il y avait l'enseignement, il y avait prendre un job de vidéo en boîte de prod. Ça te J'ai rappelle- Ouais, J'ai rencontré 3-4 boîtes de prod. ça te parlait pas. J'ai vu des gens, ils parlent de vidéo, ils en ont jamais fait de leur vie, Mhm. juste ils prêtent des sous, tu vois. Mhm. Ça me saoulait de ouf. Mhm. J'avais pas non plus un catalogue incroyable pour aller dans des Rosa Parks, Mhm. dans des BETC, des Mhm. trucs de fou. Mhm. Donc c'était des agences assez moyennes qui sous-traitaient. Tu serais fatigué, t'allais te cramer là-bas. Ouais, j'ai besoin de respecter mon patron, tu Mhm. vois, au minimum. Mhm. Du coup, la vidéo, je mets de côté. J'ai des bons contacts en termes de marketing digital, là ça passe un peu mieux. Mais effectivement, c'est des rythmes aussi qui se rapprochent beaucoup de l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai décidé de pas le prendre. Ça aurait été des gros salaires, etc. Mais j'ai décidé de pas le prendre. Et finalement, ce qui me restait, c'était mon relationnel. Donc le service client. C'est un truc qui me plaît de ouf, c'est un truc qui me vient naturellement, un peu comme le marketing digital. Je commence par regarder 2-3 boîtes. Il y a des startups, elles savent pas ce qu'elles recherchent. Moi, je savais que je voulais pas apprendre. Donc je voulais pas un poste de gestion de service client. Je sais pas ce que je fais. Et là, je rencontre une des meufs qui fait, enfin une des femmes qui fait du service client, qui a fait du service client en France, une vraie réalité hein, et quelque chose qui change de la plateforme téléphonique. Elle travaillait chez Shine à l'époque. C'est vraiment elle qui a apporté ça, cette mentalité-là en France, tu vois. Sauf qu'au moment où on discute, elle partait de chez Shine. Donc elle me dit, ah, je peux pas, voyez que la personne qui reste, tu vois. Ça cliquait pas forcément à l'époque, malheureusement. Enfin, heureusement, parce que du coup, derrière, je découvre PlayPlay. PlayPlay, c'est une boîte qui fait de la vidéo. Donc, j'entre chez eux en tant qu'expert vidéo sur une création de poste au service client. Incroyable. La Le poste qu'il fallait. Le poste qu'il me fallait. La manager, elle est incroyable. Excuse-moi, c'était vraiment une bénédiction de la rencontrer. Excuse-moi, ils ont créé le poste pour toi? Ou c'est ce qu'ils recherchaient à ce moment-là? Ils C'était cherchaient bon timing de... Ouais, c'est ça. D'accord. Ils cherchaient ça. Ils savaient pas exactement ce qu'ils voulaient mettre en place. Mais vu que moi je suis venu avec déjà certaines compétences, on s'est retrouvés. Tu vois, j'arrive, imagine-toi, pendant 3 semaines, la manager elle est pas là. Sur un poste, sur une création de Que poste. tu connais pas, ouais. Du coup, moi j'ai essayé de mettre des petits trucs en place, j'ai essayé de voir comment eux fonctionnaient, etc. Tu vois. Et au final, elle rentre et elle a kiffé, et du coup, on a évolué là-dessus. Tu vois. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de liberté chez eux. Et c'était une très bonne période, donc moi ça m'a permis de me reconstruire. Permis de comprendre beaucoup de choses sur moi aussi. Permet de souffler un peu? Permis de souffler beaucoup. Beaucoup. J'ai compris du coup l'intérêt du salariat. Déjà, c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat. Et il y a un vrai bénéfice à être salarié. Complètement. Donc ouais, non, ça m'a... Excuse-moi? La mutuelle. Moi, j'ai toujours la mutuelle. Moi. Pas de PBC, mais il y a une très bonne mutuelle pour indépendants qui fonctionne très bien. Si t'es prêt à payer. Ouais, non, du coup, mais prends une mutuelle, gros. J'ai une mutuelle. C'est juste qu'elle couvre mal. Wesh. Je me fais allumer, c'est tout. Putain, faut que je te... Tu vas me plug. Bah oui. Donc ouais, très bonne expérience chez eux. Je passe un peu plus d'1 an et demi chez eux. On monte l'équipe à 4 personnes. Sauf que ben voilà, mon ADN c'était de faire de l'entrepreneuriat. Là, quand je te dis ça, quand je vais chez PlayPlay, j'ai fait 3 ans de vidéo de marketing digital. Je me suis fatigué de ouf. En 3 ans, j'ai fait 2 projets perso. 2 projets perso. Alors que c'était mon métier, tu vois. C'est ce qui me permet de me développer, etc. J'étais fatigué, j'avais pas de ressources pour moi-même. Du coup, là, ça m'a permis de faire des projets perso, d'essayer de nouvelles choses, de m'ouvrir un peu plus. Bah, comme je dis, j'aime bien apprendre, j'aime bien transmettre. Du coup, j'ai pu commencer à mettre en place des ateliers pour des professionnels qui veulent apprendre la vidéo, à former des personnes, des jeunes réalisateurs qui veulent aussi comprendre mieux cette industrie-là. Donc, par exemple, eux, quand toi, tu étais salarié là-bas, ils t'ont pas cassé les couilles sur le fait que tu travailles à côté et que tu fasses ton... Ou si? Il y avait que ma manager qui le savait. D'accord. C'est-à-dire que toi, c'est en mode, ouais. Parce que la question, en fait, réellement que j'ai, c'est que du coup, quand tu es salarié, demain, tu veux commencer à développer du business perso, on peut te casser les pieds. On peut te casser les pieds. Moi, ce que je conseille, c'est d'être le plus clair possible. Dis-le directement à la bonne personne. T'as pas besoin de le dire à tes collègues, à ton machin, à ton bidule. Dis-le à la bonne personne. Si c'est ton CEO, c'est ton CEO. Si c'est ton RH, c'est ton RH. Si c'est ta manager, c'est ta manager. Moi, c'était ma manager. Parce que aussi, je savais que je pouvais partir à un moment ou à un autre. Et j'avais pas envie
qu'il y ait un quiproquo là-dessus ou que ça se passe mal, tu vois. Donc effectivement, quand je lui dis, enfin on se pose, elle me dit, tu vas partir. Première chose qu'elle me dit, tu vois. Je lui dis, ouais, donc c'était clair, tu vois. Donc ouais, moi je conseille d'être clair. Dès que toi tu sais que tu as l'intention de le faire, essaie de gratter. Peut-être que eux ils peuvent te donner des postes déjà qui peuvent te plaire en interne, tu vois, c'est possible. Ok, t'es en train d'apprendre ça, bah vas-y, nous ça nous intéresse. Intrapreneur. Et c'est la meilleure manière d'évoluer en vrai, parce que t'es à la sécurité, t'apprends énormément. Et en même temps, tu peux créer, tu peux produire. Ouais. C'est incroyable, tu vois, pour un peu que tu documentes. Donc ouais, cette période-là m'a permis d'avancer sur les cours et de structurer ça et de développer aussi cette envie que j'avais. Donc j'ai vu que les tarifs que j'avais en tête, c'est pas un problème. J'ai vu que j'arrivais à permettre à des gens d'avancer. Donc je dis ok, lourd. Bon maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis un salarié? Ce qui est très bien. Tu peux faire ta vie là-dedans, tu peux prendre des sous. Est-ce que je suis autre chose? Ouais, je pense que je suis autre chose. Ouais, donc en fait, tu savais qu'en prenant staff, dans tous les cas, tu voulais souffler. Et c'était un tremplin pour derrière repartir sur... J'avais même pas de vision. J'avais pas de vision quand j'ai pris le taf, tu vois. C'était que... On n'avait plus de compte sur la boîte. On n'avait plus d'argent sur la boîte. Je me voyais pas repartir au charbon. Il me fallait un truc dans lequel je sois à l'aise. C'était ça la réflexion. C'est honnêteté là. C'est authenticité là. Ah ouais, là c'est honnêteté, transparence. Donc c'était ça le combat. Du coup, je reviens après quelques années en me disant ok, je vais lancer des projets. Donc toujours dans la mentalité que je peux pas faire un truc seul. Donc je reprends, je lance trois projets en parallèle avec des personnes différentes. Une personne que je connaissais pas depuis très longtemps, sur des compétences que je n'avais pas, donc je pouvais pas forcément vérifier son truc. Donc j'ai pas forcément, ça se pas très bien passé. L'autre projet, forcément j'étais un peu du coup en balance. La personne n'était pas forcément dans son bon mood à ce moment-là. Du coup on a dit stop très vite, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pour plus tard. Ouais, mauvais timing. Ouais, c'est ça, c'est une personne que je kiffe. Voilà, c'est tout, hein, on se reverra plus tard. Et je me retrouve seul. Et on est en novembre. On se pose d'ailleurs tous les deux. Je dis ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Faut que je sois sérieux par rapport à ça. Beaucoup de discussions qui me permettent de me dire ok, en fait, c'est pas une question de simplement d'habitude, de mauvaises habitudes que j'ai pris ou quoi. C'est une question de qui je suis et comment je me vois. Comment je me vois, c'est comme une personne qui peut apporter beaucoup aux gens, mais pas qui va impulser seul, tu vois. Ok. C'est une vision, c'est une perception. C'est à moi de la changer. C'est stylé de ouf. C'est l'heure de ouf. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, je vois tous les projets que tu as menés. Et moi, la question que j'ai, et ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est dans quel mood t'es, comment est-ce que tu as géré le changement d'un projet à un autre à chaque fois? C'est-à-dire que typiquement, on a bossé par exemple à l'époque, on a fait du marketing de réseau, etc. Bam, on a arrêté. On est passé sur autre chose. Bam, t'as fait ton truc, t'as monté ton agence, t'as arrêté, t'as bossé en freelance, t'as arrêté. Comment est-ce que ça s'est passé, la gestion à la fois émotionnelle et en termes de vision, etc. d'un projet à l'autre? Pour que vous ayez peur, pour que vous ayez arrêté d'avoir peur là, de rater, de changer, de switcher là. Franchement, la gestion, elle s'est passée... Dans le sens, par exemple, est-ce que tu étais concentré là-dessus et de te dire putain, par exemple, quelle image ça va laisser si j'arrête? Ou est-ce que tu te dis non, j'en ai rien à foutre, le plus important c'est mon projet suivant? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le mood? Le plus important c'était le projet suivant. Le plus important c'était d'apprendre, c'était continuer d'apprendre, continuer de se développer, continuer d'avancer et surtout de se faire kiffer. Je me faisais kiffer à la mort, tu vois. C'est pour ça que j'ai faisais 3 trucs en même temps, parce que je kiffais, c'est tout. Je me développais, j'apprenais, je kiffais et je faisais de l'argent. J'ai pas eu de crack émotionnel à la fin d'un projet. Non. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu de crack émotionnel jusqu'à du coup mi-2019 où j'ai arrêté avec vous. Là c'était beaucoup, ouais, t'as dit là t'étais en surmenage là. Là c'était trop. Ouais. Où j'ai arrêté avec vous, ça m'a fait de la peine. Mais ça m'a fait de la peine, mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre énormément, tu vois. C'est un truc de fou. Et c'est ce qui nous a même soulagés en vrai. À la mort. Tu sais, moi quand je réfléchis, je me dis même... Je me suis rendu compte que sur l'année qui était passée,
où on a bossé ensemble, la dernière année où on a bossé ensemble, on s'était vu 2 fois dans l'année pour pas parler business. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le reste du temps, on était que là à parler business. Et comme moi j'étais pas à l'aise, Will il était pas à l'aise, toi t'étais pas à l'aise, parce qu'on avait des manières différentes de travailler, bah, ça faisait naître un truc où je me rappelle très bien que le soir, le matin où on s'est vu à l'étage de la salle du temps, au moment où on s'est dit le mieux c'est qu'on arrête de bosser ensemble, le sentiment de soulagement qu'il y a eu après ça, incroyable. Ouais, de ouf. Mhm. C'était compliqué à lâcher, mais une fois que c'est sorti. Bien sûr. Ouais. Il faut savoir que ce mec-là, Willy, c'est méga de ouf. C'est d'ailleurs mes témoins de mariage. Come on. C'est la famille. Come on. Donc, ouais, non, c'était compliqué à vivre. C'était compliqué à vivre. Le fait de. Ouais, la vraie déchirure après, c'était sur l'agence qu'on venait tout juste de créer, sur lequel il n'y avait aucun point noir, aucun point rouge. Et le fait que j'arrive plus à prendre soin de mes clients. Ça m'a fait du mal. Tu vois. Ça a été quoi le déclencheur là-dedans? Ça a été ça justement? Ça a été des réflexions de clients, ça a été des... Ouais. Des mails de clients. Ouais, t'en es où? Oh, putain. J'ai même pas d'énergie à te répondre. Ouais. Ouais, je comprends, ouais. Ah ouais, je sais, je dois faire ça. Mais aucune envie de le faire. Ouais, t'étais arrivé sur un point où tu savais qu'il fallait que tu passes à autre chose. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport au passage d'un projet à un autre. Sur le fait de dire, par exemple, typiquement, comme la vision, le plaisir, etc., que je prends dans le prochain projet est super important. Ouais. Ce que je fais là à l'heure actuelle, en vrai, je sais que le truc, c'est de le lâcher. C'est ça. C'est quoi? C'est l'intuition? En fait, c'était beaucoup d'innocence, je pense. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, ok. Vas-y, on enchaîne, tu vois. T'as réussi à énormément te détacher, c'est ouf ça. Mais ça, c'est beaucoup de sagesse, ça aussi. Parce qu'il y a énormément de gens, je dis ça dans le sens, par exemple, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont concentrés sur le regard qu'on va avoir d'eux. Et demain, typiquement, le fait de se dire, tiens, je vais devoir lâcher ce projet que j'ai vendu autour de moi comme le meilleur projet, dans lequel j'ai mis énormément d'énergie. Si je le lâche, demain, on va avoir ça comme une défaite. Et là, en fait, ce qui est ouf, c'est que quand je parle avec toi, bah, je me rends compte que tu peux prendre la perspective de te dire, non, c'est un échec, c'est une défaite, comment on va me regarder, etc. Ou alors, tu peux te prendre la perspective de te dire, j'ai fait tout ce que je pouvais là-dedans, ça me parle pas, et je sais que c'est le fait de passer à l'autre projet qui va, moi, me permettre de continuer à avancer, de me développer. Ouais, je pense qu'inconsciemment, c'était plus ça, tu vois. C'était plus, ouais, j'ai la dalle, j'ai envie de faire mon délire, donc on avance, tu vois. C'est ouf. On a vu que le truc à 3 ça marchait pas, ok, nick. On a vu que les médias c'était bien, mais c'était un besoin que j'ai pas envie de répondre, ok, nick. On enchaîne, tu vois. Franchement, ouais, à l'époque, je me posais vraiment pas toutes ces questions-là, tu vois. C'est ouf. Et du coup, là, par exemple, par rapport à ce que tu fais maintenant, au niveau de la formation, etc., par rapport à la vidéo, c'est quoi la vision? Où est-ce que tu as envie d'emmener ça? Sans forcément révéler les secrets, hein. Mais c'est quoi Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, maintenant, le nouveau positionnement que je dois prendre, c'est celui-là? Et où est-ce que tu as envie d'aller par rapport à ça? La notion de sacrifice. Le nouveau positionnement, c'est la notion de sacrifice. Vas-y, discute, j'aime bien ça. Je pense que je parlais de la vision, ça va être plus court d'abord. Je vais relancer la cam et on va faire ça. Ouais, donc je vais commencer par répondre par la vision. Au niveau de la vision, je sais que j'accepte. Je vais à un entonnoir, vous inquiétez pas. Là, on dirait je parle de rien, mais ça va venir comme ça. Tofo, mofo, bofo. Tu connais ça? T'as un AVC? Tu connais pas ça? J'arrive pas à articuler. Top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. C'est exactement ça. Come on! Hey, j'ai traîné avec DJ, moi. Gang! DJ, il est comme ça. Voilà. Les gens, ils m'ont dit DJ, il fait peur un peu. C'est tellement une crème, sa mère. C'est tellement quelqu'un de gentil, pardon. Ah, tu sais pas, ça se trouve, il veut une réputation de méchant. C'est un mauvais gars, faut qu'il pas avec DJ. Vous avez 2 versions, choisissez. Come on. Ouais, du coup... Entonnoir. Entonnoir. Donc sur la vision, moi je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'être loin. Donc là, le système dans lequel on vit, le système qui est très basé sur l'économie, très basé sur faire de l'argent. Si tu veux être quelqu'un, si tu veux exister, il te faut du pouvoir, et le pouvoir, c'est seulement l'argent. Le monde capitaliste, il me convient pas à 100%. Il y a des choses qui me conviennent, des choses qui me conviennent pas. Genre le confort. Genre le confort. Le confort, c'est bien. Être bien assis là, au chaud là. Donc ça me convient pas. L'extrême qui me conviendrait, moi comme je le dis toujours, un bout de plage, un peu de forêt, des montagnes,
me parle plus, Mhm. très bien. Mhm. Mais par contre, je veux quand même être assez proche de ma mère, donc je vais pouvoir prendre l'avion, pouvoir être rapidement sur Paris, etc. Du Ça, coup, c'est aussi de Malibu, l'argent. c'est mort du coup. Ah, Malibu, c'est quoi? C'est 9 heures. Ouais, c'est mort de la daronne. Ouais, mais on peut prendre l'avion. Parce que là, tu l'as ta plage, tu l'as tes montagnes. T'as tout, hein. Ouais. Donc ouais, c'est ce truc-là, tu vois. Mhm. Donc il faut de l'argent. C'est pour ça que là, je me dis, Bofo, donc non, milieu, Bomofo, Mhm. j'apprends vite. Je me dis, ok, je reste dans ce système-là, je prends ce que je peux prendre dans ce système-là. Mhm. Pour arriver sur, du coup, dans l'immédiat, il faut juste avancer, mettre un pied devant l'autre. Mhm. Ma vision par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai choisi l'axe de la vidéo. Je sais que j'aime partager. Je sais que j'aime apprendre. Mhm. J'ai énormément de choses à apprendre et j'ai énormément de choses à partager. Par rapport au strict métier de réalisateur et ce nouveau métier qui est en train de se créer, de créer du contenu dans le monde professionnel, start-up, etc., je pense que les réalisateurs d'entreprise, on est les nouvelles rockstars du marché. Il y a eu l'heure des Il développeurs, y a eu l'heure des développeurs. il y a eu l'heure des gros hackers. Ouais. Maintenant, c'est à nous de faire les trucs. Mhm. Donc moi, j'aimerais aider à structurer ce métier-là en France, aider à partager une vision. On est tous chacun dans son coin. Il y a des gens, ils facturent des sommes dérisoires pour des trucs que BETC va facturer 30 000 euros pour la même chose, exactement, un micro-trottoir. Mhm. Les gens vont facturer ça 50 euros. Bien Monté sûr. et tout, hein. Bien sûr. BETC vont facturer ça 50 000 euros. Gros, Ouais. tu vois. Donc c'est du savoir, faut l'échanger, il faut qu'on échange. Mhm. Ma vision long terme, c'est ça. Mhm. Aujourd'hui, dans le concret, c'est une agence, nono.video, accompagner les marques, les entrepreneurs sur leur communication pour prendre de l'argent, Mhm. aider les jeunes réalisateurs et les jeunes créateurs de contenu à mieux comprendre cette industrie pour faire de l'argent. Mhm. Ça, c'est la vision. La première partie de la question, c'était quoi? La première partie de la question, c'était en gros, qu'est-ce qui t'a fait toi te dire, tiens, là, ça y est, mon prochain timing, c'est celui-là. Ça a été quoi la réalisation qui t'a fait te dire, tiens, les prochains efforts que je vais mettre sur cette prochaine année, sur les 2 prochaines années, sur les 5 prochaines années, le timing, il est là-dedans. De la même façon que moi, par exemple, par rapport au coaching, c'était, je sais très bien coacher et je peux gérer une 60aine de clients par semaine. Mais maintenant, je sais que mon prochain timing, c'est pouvoir implanter ça pour 2000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Ok. Donc là, ça a du temps, ça va être le meilleur catalyseur pour pouvoir y arriver. Ok, je vois. Ok. Et je t'ai mis des questions hors trame pour que tu réfléchisses. Ah ouais. Je pense qu'il y a eu le côté vision, le côté ok, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Est-ce que je suis un salarié, est-ce que je suis autre chose? Ok, je suis autre chose. Est-ce que je suis un créatif, est-ce que je suis un entrepreneur? Mhm. Je suis un entrepreneur Mhm. qui a un côté créatif. Donc je vais pas être le meilleur réal, mais je vais être la meilleure personne pour mettre en place une vision commerciale autour de la vidéo, autour de la communication. D'une part, il y a eu ça. Ensuite, sur le comment, est-ce que je suis un freelance? Pourquoi pas? Mais est-ce que ça me permet d'aller sur mon île avec mon bout de terre, mon bout de plage et mon bout de montagne? Non. Ouais, ça va être difficile de dépasser 200 000 euros. Ça va être difficile de... Ouais, c'est ça, exactement. Parce que c'est du temps. Mhm. Donc, à ce moment-là, il faut mettre un système en place. Mhm. Si tu veux mettre un système en place, tu es obligé de faire des sacrifices. Mhm. Et c'est ça, c'est cette veine-là, du coup, c'est beaucoup de discussions. Hein. Mhm. Là, ça sort comme ça, mais c'est beaucoup de discussions et c'est cette veine-là, le côté accepter que dans la vie, la vie, c'est génial. La vie, c'est simple. Mais la vie, c'est un équilibre entre mange de la merde, eat shit, et sois joyeux. Mhm. Et c'est ça qui fait la C'est beauté de la énervé. chose, tu vois. C'est un poète, hein. Oh, j'ai Ça- répondu à la question. C'est un poète, ouais, j'aime bien. Ok. Bah oui, c'est ça, c'est le qu'est-ce qui a amené ce que tu fais, c'est parfaitement ça. Et justement, j'aime beaucoup la conclusion que là t'as faite pour te demander à toi, justement, vu qu'en plus tu travailles avec des entrepreneurs, je veux dire, tu travailles avec des jeunes, des fois c'est des plus vieux, mais qui sont jeunes en tout cas dans le business. C'est quoi la chose récurrente que tu as vue ou c'est quoi le conseil qui est tiré de ton expérience à toi que tu donnes justement à des gens qui veulent se lancer dans leur projet? Tu vois, par exemple, j'avais fait la première interview avec Didier. Et Didier, il disait le fait de pouvoir rapidement itérer
Ouais. pour pouvoir trouver le bon truc. Willy, il a fait le sauvage, il n'a pas répondu, il a dit que vous n'aviez pas besoin de conseils. Thibaut, c'était en termes de résilience et sur le fait de justement continuer à serrer les dents et à avancer parce que ça a pété au bout d'un moment. Je sais pas si je l'avais donné à Dixon. Je sais pas si j'avais posé la question à Dixon. Mais dans tous les cas, c'est vrai que moi, ce que j'ai tiré de la discussion avec Dixon, bah, c'était le fait d'apprendre à se connaître pour savoir comment tu fonctionnes. Parce que c'est en sachant comment tu fonctionnes que tu vas pouvoir facilement mettre des nouvelles choses en place. Toi, c'est quoi le conseil qui ressort ou que tu as l'habitude de donner ou que tu donnes à des gens qui veulent lancer leur projet? Surtout fais-toi kiffer. Kobe. Ouais, surtout fais-toi kiffer. Surtout Mhm. prends plaisir, Mhm. ose Mhm. et n'hésite pas. En fait, le temps, sois patient, mais sois patient, ça va tout et rien dire. Mhm. Sois patient, c'est pas attends sur ton canapé et regarde Netflix. Mhm. C'est pose une brique, pose-en une autre. Pense pas mur, pense Ouais. brique, Ouais. brique, brique, et au Ouais. final, tu auras un château. C'est ce truc-là, c'est Mhm. vraiment se dire tu vas apprendre les choses que tu vas apprendre en temps et en heure. Fais-toi plaisir, fais-toi kiffer, Mhm. avance, mais la notion de temps, de dire ouais, mais en un an, faut mettre ça dedans, etc. On s'en fout. Incroyable. On en revient, en fait, ça me fait penser à Gary Vaynerchuk Mhm. sur son macro patience et micro speed. Le fait de dire, ouais, sur ta vision long terme, mon pote, ce que tu as prévu en 5 ans, ça va en prendre 10. Donc sois patient par rapport à ça. Mais comme tu dis, par contre, tous les jours, tu as des briques à poser qui vont te permettre petit à petit d'arriver où tu veux et fait cumuler. Ouais, de ouf, Mhm. Mhm. C'est énervé de ouf. de ouf. C'est énervé de ouf. Et tiens, du coup, ça me fait penser, c'est une question que j'avais pas reposée dans les derniers talks. Est-ce que toi, en plus, parce que tu me connais bien, tu as une question à me poser par rapport à mon parcours sur un truc qui, tu sais, pourrait aider des gens qui veulent se lancer dans le business? Et tu peux prendre ton temps pour réfléchir. Là, je t'attrape off guard. I love that, man. J'ai tellement de questions pour toi, gros. Une question, un truc que tu vois où tu te dis, tiens, ça c'est intéressant, ou par exemple, ça t'en parles pas, ou ça pourrait aider. Parce qu'après, on a du taf. Hein. C'est quoi ta. De ouf. C'est quoi ta soupape d'évacuation? C'est quoi qui te permet de relâcher la pression? C'est quoi qui te permet de prendre du recul? Ma soupape. Il a cru que j'allais lui poser une question facile. Non, j'aime bien, j'aime bien. Et en fait, c'est que j'ai multi-réponse directe. Je dirais que, par exemple, ma soupape d'évacuation au niveau de l'environnement, c'est le fait de me casser, de prendre la voiture et de partir à la campagne, à même 30 minutes d'ici. T'es venu une fois avec moi, tu vois, et de pouvoir me poser et juste de pouvoir décompresser. Ma soupape d'évacuation au quotidien, je pense qu'elle est dans le groupe qu'on a, comme on disait, qui est assez cloisonné de la salle du temps, où en fait on traîne qu'entre nous. Tu vois, il n'y a que les gars de la salle du temps et les amis et la famille qui sont autour. Et le fait d'être à l'intérieur de ce groupe-là que j'ai créé, qu'on a créé, bah, c'est vraiment la capacité de pouvoir pour chacun être authentique, d'avoir nos codes à nous, nos délires à nous. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est parti du fait de se dire, bah tiens, je peux être moi-même 2 heures par jour. Bah, j'ai créé un système pour être moi-même 24 heures par jour. Tu vois, c'est pour ça que je me suis beaucoup reclus et que j'ai du mal à fuck avec l'énergie d'un peu tout le monde, tu vois. Et quand tu parlais de soupape, d'évacuation, quand je pensais juste à soupape sur par exemple ce qui va me faire avancer, gros, c'est. Tu sais, je me considère comme un des grands de ce monde, tu vois. Et la vision, elle est mad, tu vois, ce qu'on a envie de faire. Personne ne l'a fait. Et pour en revenir à ce qu'on disait juste avant par rapport à la patience, je peux avoir des petits projets, je peux avoir des petits hustles, mais la salle du temps, pour moi, c'est une entreprise familiale. On est là pour être là pendant 100 ans, tu vois. Donc ça veut dire que la résilience et la vision qu'il y a à l'intérieur de ce projet fait que tous les petits speed bumps, les petits dodanes qu'il peut y avoir, etc., je me dis en vrai, c'est rien parce que regarde ce qu'on va chercher. C'est incroyable, tu vois. C'est la foi, du coup. C'est la foi, c'est la foi, et tu sais, c'est le fait de dire plus t'avances aussi, plus la foi elle se développe. Comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé au début sur la salle du temps qui m'ont dit au bout d'un moment, ouais, non, Pierre, écoute, c'est plus mon timing. Et qui sont revenus me voir en me disant maintenant, ouais, je veux travailler avec toi, je veux machin. Parce que quand tu parles parce que tu n'as pas encore prouvé, forcément, les gens au bout d'un moment ils se fatiguent, tu vois. Sauf que moi, je sais où je vais, gros. Ça fait 4 ans que je dors dans la salle, tu vois. Ça veut dire que si je suis prêt à faire tous ces sacrifices-là,
sachant qui je suis, ce que je pourrais faire, ce que je pourrais ramasser à côté, que je sois employé, que je sois freelance, si j'ai décidé de m'entêter comme un connard dans ce truc-là, c'est que je sais où est-ce qu'on va, tu vois, et où est-ce qu'on emmène tout le monde. C'est un truc de mettre. J'allais dire un truc qui allait insulter beaucoup trop de monde. C'est un truc de dingue hein, de se dire je suis un entrepreneur. Je vois un truc et j'ai envie de le construire. C'est douloureux. Les gens ils me prennent pour un stupide. À tel point que des fois les gens ils me disent mais tu fais quoi? Je réponds pas. Ouais. Mais je vais y aller quand même. C'est un truc de fou. Exactement. La vision, mon pote. Mais après, c'est ça. Et c'est vrai, et on disait ça avec Dixon. Tous les grands de ce monde ou tous les gens qui ont impacté leur industrie. On parlait de Steve Jobs, on parlait de Michael Jordan, on parlait des Elon Musk. En vrai, et c'est pour ça que je me considère comme ça, on est des mecs, on a des pètes au casque. Parce que personne ne fait ce truc-là. C'est-à-dire que si toi, derrière, t'es pas convaincu à 100% de ce que tu vas aller chercher, tu rallies personne. Ouais, c'est ça. 1% de conviction en moins par rapport à toi qui va présenter ton projet, ça ne convainc plus. Tu es obligé d'être à 100% et tu es obligé d'être à 100% tout le temps. C'est pour ça que, pour en revenir à ce qu'on disait avec Dixon, le fait de se connaître, et pour en revenir à ce qu'on vient de dire là, le fait d'avoir des soupapes d'évacuation, donc vraiment la notion de Gary Vee sur le self-awareness, il est important. Parce que tu es sur un projet où tu sais que tu es là pour minimum 5 ans pour être solide. Donc solide, je dis, ton entreprise, elle va peser déjà entre 5 et 10 millions. Et tu es là pour 10, 20, 50, 100 ans si tu veux construire quelque chose qui va rester. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que la notion d'apprendre à se connaître et de s'écouter aussi, parce que moi c'est un truc dont je me suis rendu compte récemment, j'ai tellement travaillé sur le mindset, sur mon état d'esprit, sur le fait d'être fort mentalement en étant plus jeune, que je me suis totalement déconnecté de mon corps et de ce qu'il ressent. C'est-à-dire que dès que j'avais des alertes, dès que j'avais des signaux au niveau de mon corps, je les écoutais pas jusqu'à ce que je me blesse. Gros, je me suis fait des hernies discales tout seul, des élongations en faisant 3 fois rien, des blessures sur blessures, parce que j'écoutais pas mon corps. Et j'en parlais avec mon frère hier, et je lui disais, le fait de à la fois m'écouter et de savoir mettre des choses en place derrière pour régler ces décalages-là, j'ai l'impression d'avoir des outils qui me permettent d'être là pour des dizaines d'années. Tu vois, dans le sens où la façon dont j'avançais, ben, comme je t'ai dit, moi c'était en mode je vais avancer, je vais être une rockstar, mais je vais pas m'écouter, je vais mourir jeune. Tiens, là d'un coup, je commençais à être armé pour me dire ah, tiens, là je sais que je peux tenir minimum 2 ans comme ça, je peux tenir 5 ans comme ça, je peux tenir 10 ans comme ça. Tu vois, et c'est vrai qu'on en revient à cette notion de self-awareness, de savoir quand est-ce que tu vas avancer, quand est-ce que tu vas avoir besoin de souffler. Et la beauté quand même du truc, c'est que le fait de faire du business, à partir du moment où ça commence à fonctionner, bah, c'est toi qui vas gérer ces temps-là. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, je sens que je suis en train de forcer. Demain, je prends la journée off. Il faut que je me casse. Tu vois ce que je veux dire? Une liberté que tu n'as pas forcément quand tu es salarié, mais c'est vrai qu'en contrepartie, tu as beaucoup moins de stress quand même. Et ceux qui vont me dire que tu as du stress quand tu es salarié, relax, c'est pas la même chose. Et du coup, ouais, ça te permet de pouvoir prendre quand même ces temps-là. Mais si tu vas pouvoir prendre ces temps-là de quand est-ce que tu avances, quand est-ce que tu respires, bah, il faut être conscient de comment tu te sens, où est-ce que tu en es, tu vois. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est le mot de la fin, se connaître. Il faut se connaître. Ça. Self-awareness. Ouais. Donc, pour ceux qui ont peur de rater, qui ont peur de passer de projet en projet, etc., regardez l'interview, re-regardez l'interview, allez sur Spotify et réécoutez à nouveau l'interview. Tant que t'apprends, on s'en fout. T'as le droit d'échouer 10 000 fois, gros. You get what I'm saying? Ouais, je connais des gens, ils vont finir millionnaires, gros. Ils en sont à leur 10e projet. Love that. Ça, c'est un bon mot de la fin. J'espère que la vidéo vous avez kiffé. On est ensemble. Nono, mon ref. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et ça y est, on part au charbon pour de vrai. Allez. Allez, peace!